Merci pour votre fidélité à Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Nous parlerons du cacao au Ghana. Le différentiel de revenus décent augmente la dette du COCOBOD, selon le Fonds monétaire international. En Tunisie, entre crise politique et conjoncture, les populations crient leur ras-le-bol. L'économie américaine a retrouvé sa taille d'avant la crise. La croissance devrait rester élevée dans les prochains mois, mais l'inflation et le variant Delta renforcent les incertitudes. Nous prenons la direction du Ghana. L'instauration en 2019 du différentiel de revenus décent de $400 sur chaque tonne de cacao exporté a relevé les revenus des producteurs, mais créé des risques d'équilibre financier pour le COCOBOD, selon le Fonds monétaire international. Alors que le surcoût a été intégralement reversé aux fermiers, le nouveau renchérissement du prix à l'export et une demande mondiale plus faible ont réduit considérablement les expéditions de cacao. Le COCOBOD étudie actuellement les options pour refinancer cette dette, qui était de l'ordre de 2,5% du PIB à fin 2020, comprenant un prêt garanti en devise à long terme. Ceci dit, le Fonds monétaire international ne se montre pas particulièrement inquiet, mais plutôt vigilant. En Tunisie, quelques jours après le coup de force du président Kaïs Saïed, qui s'est octroyé le pouvoir exécutif et a suspendu le Parlement pour 30 jours, les appels se multiplient en faveur d'une feuille de route et pour la mise en place d'un nouveau gouvernement. Pendant ce temps, les Tunisiens ont du mal à joindre les deux bouts. Reportage. Comme beaucoup de Tunisiens, ce boucher n'en peut plus de subir les conséquences d'une crise économique interminable qui alimente le ressenti populaire contre la classe politique. Dans les shops où il travaille, sur le marché Bab El Fala, réputé l'un des plus abordables de Tunis, le quinquagénaire a vu la situation se dégrader depuis la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali en 2011. Il approuve donc pleinement le coup de force du président de la République, Kaïs Saïed, qui vient de geler l'activité du Parlement et s'octroyer le pouvoir exécutif. Auparavant, ces entrecôtes et côtes d'agneau étaient très prisées. Mais aujourd'hui, la viande rouge n'a plus sa place dans le budget des nombreux Tunisiens. En 10 ans, il a dû perdre la moitié de ses clients. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à demander crédit ou à négocier durement les prix, comme cet habitué qui tente de ramener l'addition sous les 5 dinars, l'équivalent de 1,50 €. On a pas mal de clients comme elle qui travaillaient à la journée dans des cafés et qui ont perdu leur emploi à cause du Covid, soupire Bentrad. Lui-même a du mal à joindre les deux bouts. Ses 600 dinars mensuels, 180 €, payent difficilement son loyer et ses factures. Tous les prix ont augmenté, sauf les salaires, pèse-t-il. Chômage structurel profondément enraciné, dégradation des infrastructures publiques, inflation continue, tous ces facteurs à l'origine de la révolution de 2011 continuent de plomber la Tunisie, entraînant une amertume à la hauteur des espoirs soulevés en 2011. Les coalitions parlementaires qui se sont succédées depuis n'ont pas reformé l'économie et la pandémie a achevé de mettre le petit pays d'Afrique du Nord à genoux. Sa dette gravite aujourd'hui aux alentours de 100% du PIB contre 45% en 2010. Le dinar s'est déprécié de plus de 50% en une décennie sous pression des bailleurs de fonds. Pour assumer ses dettes, Tunis négocie actuellement un nouveau prêt avec le Fonds monétaire international, son 4e en 10 ans. Et certains observateurs redoutent désormais ouvertement que l'État se retrouve en défaut de paiement, comme au Liban. Toujours en Tunisie, le président s'en est pris à ceux qui pillent l'argent public. Il serait 460 à devoir 13,5 milliards de dinars, 4 milliards d'euros à l'État selon lui. Il cite un ancien rapport d'une commission d'enquête sur la corruption et les malversations sous l'ancien régime du dictateur Ben Ali. L'économie américaine a retrouvé au deuxième trimestre son niveau d'avant-crise, malgré une croissance décevante du PIB. Les prix, quant à eux, ont continué à grimper à leur rythme le plus rapide depuis près de 40 ans.
Précision. Le montant total des biens et services vendus aux États-Unis a dépassé celui d'avant la pandémie pour la première fois, mais de justesse, plus 0,8% selon la première estimation du département du commerce publiée jeudi. Le produit intérieur brut est en effet plus élevé qu'il ne l'était au quatrième trimestre 2019, qui était le dernier à ne pas avoir été touché par la crise provoquée par la Covid-19. Il a cependant progressé moins qu'attendu d'avril à juin, avec une croissance de 6,5% en rythme annualisé. C'est un peu plus rapide que les 6,3% du premier trimestre, mais bien moins que les 8,5% attendus par les analystes. La croissance est de 1,6% par rapport au trimestre précédent, mode de calcul utilisé par d'autres pays. À titre de comparaison, la croissance française au deuxième trimestre sera publiée vendredi. Elle est attendue entre 0,7 et 1%. Celle de la Chine, grand rival des États-Unis, a été de 1,3% au deuxième trimestre. La réouverture de l'économie grâce à la vaccination et les milliards de dollars distribués aux ménages depuis le début de l'année ont stimulé la consommation des Américains. Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, mais aussi le FMI, qui assure depuis des mois que cette inflation ne devrait être que temporaire, ont reconnu cette semaine qu'elle pourrait être plus forte et durable que prévu. Le PIB devrait croître de 6,7% cette année et 5% en 2022, selon les services du budget du Congrès. Mais le variant Delta, notamment, qui a fait repartir les cas de Covid-19 dans de nombreuses régions du monde, plane désormais comme une menace sur l'économie américaine. Les géants européens des hydrocarbures, Royal Dutch Shell et Total Energy, ont profité à plein du fort rebond des prix du pétrole depuis l'an dernier. Ils ont annoncé jeudi d'importants bénéfices. Les détails. Le groupe anglo-néerlandais a ainsi engrangé un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Il avait subi une perte de plus de 18 milliards de dollars lors de la même période de 2020 sous l'effet de dépréciation d'actifs records face au plongeon du marché. Même retour dans le vert chez le français Total Energy, dont le bénéfice net a atteint 2,2 milliards de dollars sur la période, contre une perte de plus de 8 milliards un an plus tôt, alors également causée notamment par de lourdes dépréciations. Les cours du brut, qui évoluaient péniblement entre 30 et 40 dollars au printemps 2020, sont depuis progressivement et nettement repartis de l'avant. Ils évoluent désormais autour de 70 dollars grâce à la reprise mondiale du fait du redémarrage des grandes économies et des campagnes de vaccination en cours. Si la demande repart, l'offre reste quant à elle encore limitée en raison des efforts des pays de l'OPEP et de leurs partenaires pour la contrôler. Ils ont toutefois opté ce mois-ci pour un relèvement mesuré de leur production. Les deux groupes, Shell et Total Energy, toujours extrêmement dépendants des profits tirés du pétrole et du gaz, assurent qu'ils vont également continuer à investir dans la transition énergétique, même si les ONG estiment qu'ils ne vont pas assez vite en la matière. La pénurie de puces électroniques empêche les industriels de répondre à la demande. Pourtant, les commandes connaissent une hausse quasi continue ces derniers mois. Nous faisons une incursion dans une usine en Allemagne. Le marché automobile allemand a connu son deuxième plus mauvais semestre depuis la réunification en 1991. Pourtant, les commandes connaissent une hausse quasi continue ces derniers mois. La pénurie empêche les industriels de répondre à l'ensemble de la demande. Le problème est tel qu'en Espagne, deuxième constructeur automobile européen, la production du mois de juin a été inférieure de 18% à celle de juin 2020, alors que l'industrie redémarrait à peine après le confinement. Et le secteur automobile n'est pas le seul concerné. Apple a prévenu que la pénurie devrait commencer à affecter sa production d'iPhone. La marque à la pomme prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Pour gérer la rareté, certains constructeurs ont abandonné quelques fonctionnalités de leurs véhicules. D'autres ont continué à assembler des véhicules sans puces et ont mis en attente pour les finaliser plus tard. À défaut de pouvoir fabriquer autant qu'ils ne le souhaiteraient, réservent les puces qu'ils reçoivent à leurs modèles les plus rentables. Le groupe américain Intel
estime que la pénurie devrait toucher le fonds d'ici la fin de l'année. Il faudra ensuite 1 à 2 ans pour que le secteur réponde entièrement à la demande. Cette pénurie a une nouvelle fois soulevé la question de la souveraineté économique. L'Union européenne a l'ambition de produire 20% des semi-conducteurs du monde d'ici 2030, le double de sa part de marché actuelle. Et la pénurie de puces n'a pas empêché le groupe coréen Samsung Electronics d'engendrer un bénéfice trimestriel en hausse, un bond de 73% à 9 600 milliards de won, un peu plus de 7 milliards d'euros. Suivez plutôt. Samsung Electronics, le géant coréen spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, a vu son bénéfice trimestriel bondir de 73% à 7,07 milliards d'euros. En effet, l'essor du télétravail a dopé la demande pour les appareils fonctionnant avec des semi-conducteurs dont le mastodonte sud-coréen est le géant spécialiste. Les ventes de ces appareils ont dépassé les prévisions et la hausse des prix des puces a fait le reste. Samsung Electronics anticipe déjà l'évolution favorable du marché d'ici la fin de l'année avec une demande toujours soutenue de puces mémoire pour serveurs et téléphones portables. Le revers de la médaille, c'est que la pandémie continue de représenter une source d'incertitude. Et la pénurie de puces mémoire empêche bon nombre d'industries de répondre à la demande pourtant croissante. Exemple, les ventes de smartphones dans le monde ont été fortement pénalisées. Pareil en ce qui concerne l'automobile. Les constructeurs assurent qu'ils pourraient vendre plus de voitures, mais leurs chaînes d'approvisionnement sont toujours perturbées. À en croire les analystes, il faudra 1 à 2 ans pour que les fabricants des semi-conducteurs puissent répondre entièrement à la demande. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre fidélité à Sika TV.